Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Nos oiseaux du Saint-Laurent. Je me présente, je m'appelle Jean-Daniel Fizette, je suis chargé de conservation à l'IDD-PNQL et j'ai une expertise sur les oiseaux. Donc, je m'occupe de tous les projets en rapport avec les oiseaux et c'est pour ça que je vous donne ce webinaire-là aujourd'hui. C'est un webinaire qui porte sur les oiseaux marins et pas seulement sur l'identification ou pas précisément sur leur identification, mais le but, c'est plutôt de vous faire découvrir la diversité des oiseaux qu'on retrouve en milieu marin. Donc, la présentation va d'abord porter sur les oiseaux marins. On va en voir quelques-uns. Et ensuite, on va aussi parler de matériel à utiliser pour faire des inventaires d'oiseaux, pour faire de l'observation. On va aussi parler de la plateforme eBird, qui est la plateforme où on peut soumettre toutes nos observations d'oiseaux. C'est une plateforme en ligne, c'est une plateforme qui est accessible partout dans le monde et c'est un outil vraiment intéressant à utiliser pour faire de la science, mais pour aussi seulement rapporter ce qu'on observe chez nous ou quand on se promène dans la nature. Donc, ce que j'ai à vous dire avant de commencer, vous allez voir, il y a des noms d'oiseaux. La plupart sont en français, anglais et inou. On a seulement mis Innu parce que, à travers mes projets, moi, je travaille beaucoup sur la côte nord avec les communautés Innu. Donc, dans le cadre d'un de mes projets, on a décidé de faire un lexique pour regrouper le plus de noms possible en Innu des oiseaux. On ne les a pas tous, par contre, nos sources ne contiennent pas tous les noms de toutes les espèces d'oiseaux, mais la plupart, on les a. Et donc, c'est pour ça qu'on a seulement Innu dans les langues autochtones pour ce webinaire-là. Mais si jamais vous possédez des traductions, vous possédez des lexiques, des noms d'oiseaux dans votre langue, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va pouvoir les intégrer à nos présentations à l'avenir. Il faut aussi dire qu'on ne passera pas beaucoup de temps sur chaque famille d'oiseaux parce qu'on va en voir beaucoup, mais l'identification des oiseaux, la présentation des oiseaux, on peut aller très loin, on peut pousser ça très loin. Chaque famille d'oiseaux, on pourra en parler pendant 2 heures. Mais on va se concentrer sur l'essentiel aujourd'hui, donc essayer de faire un beau portrait de tout ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première espèce, qui est l'Eider à duvet. Je ne me risquerai pas à prononcer le nom en inou, même si celui-là n'est pas trop compliqué. C'est un canard que, si on vit sur le bord de l'eau, dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord en Gaspésie, on l'a certainement déjà observé. Le mâle est très facile à reconnaître, plumage blanc et noir. La femelle est le plus compliqué à distinguer des autres, par contre, parce qu'il faut savoir que chez les canards, le mâle est très coloré. Les mâles sont tous très différents les uns des autres, mais chez les femelles, souvent, elles vont être brunes, avec quelques marques plus foncées, là. Et ça leur sert au camouflage, parce que chez les canards, c'est la femelle qui pond les œufs et qui les couve. Oui, évidemment, c'est la femelle qui pond les œufs, mais c'est elle qui va les couver et qui va s'occuper des jeunes. Donc, c'est pour ça qu'elle a un plumage comme ça. C'est pour pouvoir rester immobile, couver les œufs sans se faire voir par des prédateurs. Chose que je pourrais dire sur le ver à duvet, c'est que son duvet, il est utilisé par les humains et il est récolté pour faire des manteaux, principalement pour ça, en fait, pour faire des vêtements chauds. Et là, inquiétez-vous pas, le duvet n'est pas récolté sur l'oiseau directement. C'est que cet oiseau-là, il utilise son duvet lui-même pour faire son nid. Donc, le duvet est ramassé par les humains, est récolté par les humains après que les jeunes soient sortis des œufs. Donc, c'est sans danger, c'est sans douleur pour les oiseaux parce que, premièrement, le duvet n'est plus sur eux et ensuite, le nid a déjà été utilisé pour l'année. Plus besoin, les oiseaux s'en serviront plus. Donc, et de toute façon, les nids se font défaire naturellement par la nature, par la météo. Le restant de l'année. Donc, ces nids-là ne seraient pas restés en place. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir mal de récolter le duvet des adhères après la couvaison, bien sûr. Passons tout de suite au prochain oiseau. La macreuse à bec jaune. La famille des macreuses, on a 3 macreuses au Québec. Donc, je vais vous présenter les 3 espèces. C'est des oiseaux qui sont en majorité, la majorité de leur plumage est noir, mais c'est des petites subtilités qui vont permettre de les différencier. C'est souvent au niveau du visage, au niveau du bec. Par exemple, chez la macreuse à bec jaune, le bec est, comme son nom l'indique,
tout jaune, jaune orangé. Et c'est à peu près la seule caractéristique vraiment qui le distingue d'un autre canard générique qui serait noir, là. Donc, c'est le bec jaune orangé. Souvent, les macreuses, on peut les identifier en vol, même d'assez loin, mais celle-là, elle est plus difficile à identifier en vol parce que justement, il y a seulement son bec qui présente de la couleur et il est petit sur l'oiseau en général. Donc, lorsque l'oiseau est un peu loin, là, ça peut être difficile de l'identifier parce qu'on va avoir l'impression que c'est juste des canards tout noirs qui volent, là. On peut comparer avec la macreuse à front blanc, qui, elle, a beaucoup plus de couleurs au visage. Mais le bec est blanc et orange. Il y a le front blanc. Il a aussi la nuque blanche. Sur cette photo-là, on ne le voit pas très bien. Mais le mâle à droite, il présente une belle nuque blanche. Chez la femelle, c'est plus compliqué, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, la femelle est brune, comme c'est le cas chez la plupart des canards femelles. Mais ce qu'on peut remarquer chez cette espèce-là, c'est que la femelle, elle a du blanc à l'avant du visage, entre le bec et l'œil, et elle a aussi une tache blanche à l'arrière de l'œil. Donc, ça peut la différencier des autres espèces de canards. Si on vient à l'arrière et qu'on regarde la femelle de la macreuse à bec jaune, on remarque que c'est toute la joue qui est pâle. Donc, ça, c'est un truc pour les différencier déjà, les deux femelles de macreuse. Je pense que je vais en profiter tout de suite pour aller sur la plateforme eBird dont j'ai parlé au début. La plateforme eBird, je vais en profiter pour vous en parler. La plateforme eBird, c'est une plateforme où il y a énormément d'informations de disponibles pour les observateurs d'oiseaux. On peut soumettre nos observations, mais on peut aussi aller voir des photos d'oiseaux, on peut aller écouter les sons des oiseaux. Donc, je vais aller dans la base de données. Donc, ici, on voit qu'on est sur le site eBird, mais il y a un autre site Internet où toutes les photos d'eBird, toutes les vidéos, elles proviennent d'eBird et sont rassemblées sur la même base de données. En fait, je vais rester sur eBird. Tiens, on va aller explorer les espèces. On va y revenir tout à l'heure, mais je voulais aller voir macreuse à front blanc ici, c'est ce qu'on veut voir. Donc, on le voit mieux ici, la nuque blanche chez le mâle. Et on peut aller regarder d'autres photos après, des femelles, des mâles. Ici, la femelle qui est en vol, on voit que le blanc est étendu. Faire attention parce que ça pourrait presque avoir l'air d'une joue blanche comme chez la macreuse avec jaune. Donc voilà, donc, probablement que plus tard dans la présentation aussi, je vais retourner sur eBird pour vous montrer différentes photos quand mes photos que j'ai dans la présentation, je juge qu'elles ne sont pas suffisantes. Donc on avait la macreuse à bec jaune, on a la macreuse à front blanc et la troisième macreuse, c'est la macreuse à aile blanche. Elle a encore moins de signes distinctifs au visage. On voit qu'elle a une toute petite virgule blanche derrière l'œil et le bec, il y a une structure assez spéciale et il y a juste un petit peu d'orange au bout du bec. Ce qui permet de la différencier donc des autres macreuses, c'est principalement pas le visage, mais c'est ses ailes. Macreuse à ailes blanches, encore une fois, ça le dit dans le nom, on le voit sur la photo. Il y a une grosse plage blanche aux ailes. Et ça, ben, on le voit encore mieux quand l'oiseau est en vol. On va retourner sur eBird. Et là, je vous avais préparé justement, je vous parlais de l'autre plateforme où on retrouve toutes les photos, sons et vidéos. Ça s'appelle la Macaulay Library. Donc, c'est fait par le Cornell Lab et c'est la même université, c'est le même département qui a créé eBird aussi. Donc, tout ça est lié. Donc, je vais faire jouer une vidéo de macreuse à aile blanche en vol. Et là, ben, ça tombe bien qu'on ait une vidéo qui n'est pas très bonne qualité parce qu'on voit que même de loin, même flou, on voit très bien le blanc dans les ailes. Donc, quand on voit la macreuse à aile blanche voler au loin, on ne se pose pas trop longtemps la question, on le sait à quoi on a affaire. Contrairement aux deux autres macreuses là, qui, elles, ont les ailes toutes noires. Donc, il faut vraiment se fier à la couleur, au visage, à la nuque pour être capable de les différencier. Donc, dès qu'ils sont un peu loin, là, ça devient difficile de les différencier. Prochaine espèce. Le harel de cacaoui. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, si vous l'avez vu, si vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vous confirme que oui, parce que c'était l'oiseau sur la page d'introduction. C'est un canard assez beau. Son plumage, il change beaucoup avec la période de l'année dans laquelle on l'observe, et dépendamment aussi de si c'est un mâle ou une femelle. Donc, le mâle qui est sur l'image qui est plus grande à droite, la femelle qui est sur la petite image à gauche. Donc,
la constante, là, c'est qu'il va toujours pas mal y avoir du brun, du blanc, du noir sur cet oiseau-là, mais les couleurs vont être réparties différemment, dépendamment, comme je le disais, de la période de l'année. Mais regardez, on pourrait aller voir Arel de Cacaoui. On va enlever la fonction vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de mâles. C'est beaucoup des photos de mâles parce qu'on est allé chercher la meilleure qualité. Et c'est beaucoup des photos de mâles qui sont mettre comme ça sur eBird. Mais ici, on voit une femelle en vol. Donc, on voit que la face est blanche, que l'arrière du visage est noir et foncé. Chez le mâle, c'est d'autres patterns de couleurs. Vous voyez ici, là, la face est blanche, mais tout le reste de la tête, du cou, de la poitrine sont noirs, pas comme chez la femelle. Et ce qu'on peut remarquer aussi, et qui est spécifique chez les mâles et qui les différencie de beaucoup d'autres espèces de canards, c'est les longues plumes de queue centrale, surtout visibles en vol, mais on les voit aussi quand ils sont posés. Je ne sais pas si on aurait une photo, c'est pas mal beaucoup des photos en vol. Bon, posée, la queue, là, elle est retroussée quand même, donc on voit quand même la longue queue comme ça, là. Prochaine espèce. Ça, c'est un très beau canard. Le Harald, pas le Harald, c'est celui d'avant, le Harlequin plongeur. Ça, c'est un oiseau qu'on peut voir sur la côte nord, mais se retrouve surtout en Gaspésie. C'est un oiseau qui adore les rivières avec les rapides, les eaux troubles. On va le retrouver sur le bord des caps rocheux. Lui, il aime ça, l'eau qui bouge beaucoup, là. Il n'y a pas de misère à se débrouiller là-dedans. Et de toute façon, ça ne l'empêche pas de se nourrir parce que ces oiseaux-là sont des oiseaux plongeurs. Euh, donc, pour aller chercher leur nourriture, ils vont plonger sous l'eau, puis ils peuvent même nager sur une certaine distance pour aller chercher leur nourriture, là. Et en passant, les oiseaux qu'on vient de voir, les canards qu'on vient de voir, sont tous des canards plongeurs. Et on va tout voir les canards plongeurs au début de la présentation. Et ben, plus tard, on va voir d'autres types d'oiseaux, là. Prochain oiseau, le garrot à œil d'or. On a trois espèces de garrots au Québec. Et si je ne me trompe pas, je pense que les garrots, c'est vraiment en Amérique du Nord qu'on les retrouve, là. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Donc, à moins que ces canards-là se retrouvent en Europe aussi, on fera nos recherches un peu plus tard. Donc, le garrot d'or, ce qui le différencie principalement des autres oiseaux, c'est la grosse tache blanche toute ronde qu'il a à l'avant du visage. Également, beaucoup de blanc ailleurs sur le corps. Ressemble beaucoup à une autre espèce, le garrot d'Islande. Et là, celle-là, les différences, il y en a quelques-unes quand même et sont assez évidentes. euh, du moins chez le mâle en plumage nuptial. Donc, on peut voir la tache à l'avant du visage qui est différente chez le garrot d'Islande. La tache, elle est en forme de croissant comparée au garrot d'or, que, comme je le disais, qu'elle est toute ronde. Et également les taches blanches qui rappellent un peu les notes d'un piano qui sont sur son dos. Beaucoup plus de noir sur le dos comparé au garrot d'or qui a beaucoup plus de blanc. Chez les femelles, c'est beaucoup plus difficile de les différencier. Là, on va plutôt regarder la forme de la tête, avec un front plus abrupt chez le garrot d'Islande et un front plus fuyant chez le garrot haïdar. Et le bec aussi, là, qui est plus massif chez le garrot haïdar. Plus petit bec, souvent orangé chez la femelle, chez le garrot d'Islande. Mais ça reste très difficile à différencier les femelles. Donc, il faut vraiment bien les observer, les voir de proche, si on veut être capable de vraiment les distinguer avec confiance. Euh, et finalement, ben, la troisième espèce de garrot, le petit garrot, en anglais Bufflehead, donc la tête de buffle. Il y a ce nom-là parce qu'il y a une grosse tête et aussi parce qu'il y a beaucoup de grosses plages blanches à la tête. Donc, ça lui donne vraiment l'impression d'avoir un gros casque, là. Ça rappelle le buffle, apparemment. Maintenant, on entre dans une autre famille, les harles. Je vais présenter trois espèces aussi aujourd'hui. Commencer par le grand harle qui a la tête verte, le corps blanc. Lui, on le voit surtout dans les rivières. Ensuite, le harle huppé, plus coloré, la poitrine rousse. En anglais, red-breasted, merganser. Et vous voyez que sa huppe est beaucoup plus diffuse, là, une huppe plus ébouriffée. Et le bec est plus fin aussi que le grand harle. Si je reviens pour comparer, le bec un peu plus fort. La huppe est vraiment limitée. On en voit quand même une chez les deux femelles à gauche. Chez le harle huppé, vraiment plus ébouriffé. Euh, et finalement, le harle couronné.
Ah, j'ai oublié de le dire que le harlupé, on le retrouve beaucoup au fleuve. On peut le retrouver dans les rivières quand même, là, mais c'est beaucoup un canard de mer, ça. C'est un canard qu'on retrouve beaucoup au fleuve. Et finalement, le harle couronné, que lui est vraiment excentrique, là, on voit il y a une espèce de grande huppe avec beaucoup de contrastes noir et blanc. C'est un très beau canard, celui-là aussi. Et lui, on va plutôt le retrouver dans des lacs ou dans des petits plans d'eau, là, comme dans les bases de plein air, par exemple, ou dans les stations d'épuration, là. Euh, mais faut aussi, faut se prendre pour acquis que ces trois espèces de harles-là, on peut les retrouver dans à peu près n'importe quel plan d'eau, hein. C'est des oiseaux, ça se promène beaucoup, ça vole, donc ils peuvent se poser à peu près n'importe où tant qu'il y a de l'eau. Mais là, quand on dit qu'on les retrouve à un endroit particulier, on parle de leurs habitudes. Maintenant, les fuligules, ça, c'est une famille d'oiseaux un petit peu plus compliquée à différencier. Là, on voit deux espèces ici. Le petit fuligule et le fuligule milouinant sont extrêmement semblables, euh, mais il y a quelques petites différences qu'on peut regarder, comme par exemple, le fuligule milouinant est plus gros en général. C'est un canard qui est plus gros. Les proportions aussi sont différentes. Par exemple, la forme de la tête n'est pas pareille, un peu comme chez les garraux d'Islande et Haudor tout à l'heure pour les femelles là, dont je parlais. Euh, la forme pour les différencier, la forme de la tête est différente. Le petit fuligule est plus svelte en général, a un crâne qui est un peu en forme d'œuf. Et le fuligule milouinant, ben, sa tête est plus ronde, est plus carrée un peu, là. Mais encore là, il faut vraiment bien les observer pour être capable de les différencier. D'ailleurs, les canards aussi, ils plongent souvent, là, ces canards-là. Donc, lorsqu'ils sortent de l'eau, leurs plumes sont mouillées. Ça se peut aussi que la forme de leur tête soit modifiée. Donc, il faut toujours être prudent quand on essaie de différencier ces deux espèces de fuligules-là. Dernière chose, on voit que la couleur de la tête est différente sur les photos. Mais ça peut être trompeur parce que les plumes de la tête sont iridescentes. Ça veut dire que la couleur peut changer dépendamment de l'angle dans lequel on les observe. Donc, la lumière va frapper la tête, va rebondir, va aller à nos yeux. Et dépendamment de l'angle de l'oiseau, la couleur peut changer. Donc, le petit fuligule n'a pas nécessairement la tête mauve comme ça. C'est pas nécessairement vert non plus chez le fuligule milouinant. Dernière différence, le fuligule milouinant est plus grand. Euh, donc, c'est un canard qui est associé plus au climat froid. Donc, au printemps, c'est lui qu'on va voir migrer en premier au fleuve. Donc, il va arriver quand il fait plus froid. Et à l'inverse, ben, à l'automne, il va attendre qu'il fasse plus froid. Donc, plus tard dans l'automne, c'est là qu'on va le voir passer, lui. Tandis que le petit fuligule, lui, il est à nos hauteurs plus quand la température est clémente, quand il fait plus chaud. Deux autres espèces de fuligule, fuligule à tête rouge, qui est associé plus au sud du Québec. On peut l'observer quand même dans les régions comme la Côte-Nord, la Gaspésie, mais il n'est vraiment pas commun. Euh, et il y a le fuligule à collier, qui lui, on retrouve, lui, il niche en forêt boréale, un petit peu comme le harle couronné. C'est un fuligule qui est assez facile à différencier des autres, avec le bec qui a des anneaux blancs, le flanc gris, dos noir et l'avant du flanc est blanc, vraiment flash, qui contraste avec le reste du corps, là. Donc, beaucoup de caractéristiques, beaucoup plus faciles à identifier que les autres flieuls. Donc, ça faisait le tour des canards plongeurs. Là, ici, je vous ai rassemblé en une seule diapositive les canards barboteurs. Donc, les canards, on les sépare souvent en ces deux groupes-là, canards plongeurs et canards barboteurs. Barboteur, ça veut dire qu'il barbote. C'est parce qu'il ne plonge pas dans l'eau pour aller chercher sa nourriture. Lui, il va rester en surface. Il va plonger seulement la tête dans l'eau pour aller chercher la nourriture. Et souvent, ça va le laisser avec les pattes en l'air qui gigotent, là. Fait que c'est ça un peu barboté, là. Euh, donc, c'est pour ça qu'on les regroupe ensemble, ces canards-là. Et ben, c'est ça, pour alléger la présentation, je ne les ai pas passés tous un par un, je les ai tous mis sur la même diapositive. C'est des très beaux canards, très colorés en général, pour ce qui est des mâles, on le rappelle. Euh, et ben, c'est ça, je ne donnerai pas trop d'informations sur chacun d'eux là, pour alléger. Mais il faut savoir que le canard colvert il est en expansion depuis une centaine d'années. On le retrouve maintenant à peu près partout. Par le passé, c'était plutôt le canard noir qu'on retrouvait au Québec et qu'on retrouve encore aujourd'hui beaucoup au fleuve.
Mais là, il est en train de se faire prendre un peu sa place par le canard colvert. Mais dès qu'on va sur la côte nord, quand même, en Gaspésie, c'est beaucoup le canard noir qu'on retrouve. Plus on va au nord, moins il y a de canard colvert. Alors, c'était ça pour les canards, canards plongeurs, canards barboteurs. Maintenant, on va aller voir d'autres familles d'oiseaux marins, à commencer par les plongeons. Bon, le plongeon huard, on le connaît bien. On le reconnaît à son chant qui est mélodieux, hein. C'est un beau chant qu'on garde vraiment à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Quand on va au chalet l'été, c'est lui qu'on entend. Il est sur nos pièces d'1 $. Euh, mais moins de gens connaissent son cousin, le plongeon catamarin, qui est un plongeon qui est vraiment plus nordique que le plongeon huard. Et ça vaut la peine d'aller voir sur eBird. On va aller voir la carte des espèces et je vais montrer une comparaison entre l'habitat qu'ils utilisent, la hauteur à laquelle ils vont nicher. Donc, j'entre plongeon huard dans la barre de recherche des espèces et ensuite je vais aller filtrer parce que là, comme vous voyez, le plongeon huard, on le retrouve à peu près partout, à toutes les hauteurs dans son habitat, dans son aire de répartition. Mais ça, c'est les données pour l'année au complet. Donc, moi, je vais aller mettre un filtre. Je vais demander de voir seulement les données pour le mois de juillet pour voir à quel endroit est-ce qu'il niche le plongeon huard. Donc, mention d'été parce qu'il va nicher pendant l'été, bien sûr. Donc, on voit qu'on le retrouve à peu près partout au Québec. Là, à peu près partout où il y a un lac, il y a un plongeon huard. Euh, et un petit peu moins dans le nord du Québec. Maintenant, on va aller voir le plongeon catamarin dans les mêmes dates. On voit que c'est beaucoup plus éparse. On en retrouve quand même en été dans les zones plus au sud, mais il va surtout se retrouver, il va monter beaucoup plus haut que le plongeon huard. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un plongeon qui est beaucoup plus nordique. Les individus qu'on retrouve plus au sud, bien souvent, ils peuvent nicher. Il y a des endroits où ils peuvent nicher plus au sud, mais il y en a d'autres qui vont rester simplement au fleuve. Souvent, c'est des individus qui n'auront pas réussi à trouver de partenaire et qui vont attendre que l'été passe pour retourner dans les aires d'hivernage. Donc, voilà, c'était ça pour les plongeons. Maintenant, une famille d'oiseaux que très peu de gens connaissent, c'est les grèbes. C'est un peu un oiseau qui est à mi-chemin entre un plongeon et un canard. C'est un oiseau assez spécial. Donc, trois espèces de grèbes qu'on observe au Québec, grèbe à bec bigarré, grèbe esclavon et grèbe jougris. Le esclavon et le jougris, on l'observe strictement pendant la migration, au printemps et en automne. Ils passent par le Québec pour migrer, mais ils vont pas s'arrêter pour la nidification. Ils vont continuer leur chemin jusque un peu plus, en fait, plus à l'ouest que le Québec, là. Ils vont aller nicher ailleurs au Canada, mais plus à l'ouest. Euh, Sauf le grèbe à bec bigarré. Lui, il va nicher au Québec. C'est un oiseau qu'on va retrouver beaucoup dans le sud du Québec, là. Donc, pas grand-chose d'autre à dire sur les grèbes, là. Vous voyez, les esclavons et joues grises sont assez colorés, sont super beaux à voir. Ça, c'est leur plumage au printemps, mais en automne, ils vont devenir, c'est beaucoup des teintes de blanc et de gris, donc ils vont perdre leur couleur orangée, là. Maintenant, le cormoran à aigrette. Lui, il y a des gens qui ne l'aiment pas parce qu'il est en expansion. Il y a de plus en plus d'individus, les populations augmentent, ils se répandent un peu partout et ils peuvent être nocifs, ils peuvent être considérés comme nocifs à certains endroits parce que les endroits où ils vont s'installer, c'est souvent soit des héronnières, soit des îles, des petites îles proches du rivage. Et lorsqu'ils vont s'installer là, ils vont acidifier énormément le sol avec leur fiente et ça va avoir comme effet de faire mourir toute la végétation que sur ces îles-là. Donc, c'est pour ça qu'on le considère comme nocif. Parce que quand il y en a beaucoup à un endroit, ben, cet endroit-là va énormément diminuer en qualité, là. Euh, donc, il y a certains efforts qui ont commencé à être déployés pour diminuer les populations. C'est beaucoup de mettre des produits chimiques là, sur les œufs pour qu'ils meurent et qu'ils ne se développent pas. Mais il y a des discussions d'ouvrir une chasse aussi au cormoran. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Maintenant, le flou de bassin, les personnes qui habitent dans la région de la Gaspésie le connaissent certainement. Euh,
au Québec, ben, à l'île Bonaventure, en Gaspésie, justement, c'est la plus grande colonie en Amérique, avec plus de 50 000 couples qui nichent sur cette île-là. Si vous avez la chance de la visiter, je vous le recommande. Mais en attendant, je vais préparer la page du Food Bassin sur la Macaulay Library pour aller voir une vidéo de la colonie. Tiens, on peut la voir ici. Donc ça, c'est un tout petit échantillon de la colonie, là. On voit que c'est des oiseaux qui nichent au sol, qui se rassemblent et qui sont très serrés ensemble, là. Euh, j'ai déjà vu un fou de bassin atterrir pour essayer de retrouver son nid. Ce n'est pas très logique parce qu'il atterrit sur ses congénères, hein, il n'atterrit pas sur une piste d'atterrissage. Malheureusement, le fou de bassin, c'est un oiseau qui est en diminution. Il est affecté par les changements climatiques, il est affecté par la pêche, parce que ben, bon, la pêche, ça fait en sorte qu'il y a moins de poissons dans l'eau, donc c'est plus difficile de trouver de la nourriture. Les changements climatiques, ben, ça entraîne un réchauffement de l'eau, donc ça non plus, ça n'aide pas à ce qu'il y ait des poissons dans les zones où ce qui niche. Et ben, dans les dernières années, c'est certain que vous avez entendu parler aussi de la grippe aviaire. Donc, puisque, comme on l'a vu, là, c'est des oiseaux qui nichent en colonie, sont très serrés les uns avec les autres, sont très, très proches. Donc, quand la grippe aviaire est introduite dans une colonie, là, ben, ça affecte beaucoup, beaucoup d'individus. Ça peut entraîner de la mortalité. Mais fait intéressant, on le retrouve de plus en plus, même s'il diminue, on le retrouve de plus en plus dans des zones où on ne le voyait pas avant, comme la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Et moi, j'en ai même déjà vu à Québec. Euh, et ça, c'est très tard en saison. C'est quand les jeunes se dispersent, là. Il y en a certains qui peuvent se perdre, puis on peut les observer jusqu'à Québec, mais c'est assez rare là, d'en voir quand même. Et la raison pour laquelle on observe de plus en plus dans d'autres régions que la Gaspésie, ben, c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de poissons. C'est de plus en plus difficile d'en trouver pour eux. Donc, les parents qui nourrissent leurs jeunes vont devoir aller de plus en plus loin pour trouver de la nourriture, pour trouver des poissons. Et tellement loin que parfois le jeune, il va mourir de faim avant que l'adulte qui est parti pêcher revienne porter la nourriture. Donc, c'est pour ça que c'est un autre effet là, de la diminution de poissons. C'est pas seulement que les adultes ont de la difficulté à se nourrir, mais c'est que les jeunes, euh, ils vont mourir de faim là, parce que les parents ne trouveront pas assez de nourriture pour eux. Donc, ça peut expliquer une autre partie de la diminution. Maintenant, les bernaches. Nilk, bon, en Inou, Nilk, la loutarde, la bernache du Canada, plusieurs noms. La bernache du Canada, on la connaît bien, mais peut-être que vous connaissez un peu moins la bernache cravant, qui est plus petite que la bernache du Canada, que l'outarde qu'on connaît, là, qui est commune. La bernache cravant, elle, ce qui la distingue, c'est qu'elle n'a pas une joue blanche, mais bien une cravate blanche, un petit collier blanc. On peut le voir sur la photo. C'est un oiseau même, un peu la même chose que les grèbes. On le voit surtout en migration au Québec, donc printemps, mais même, je dirais même plutôt au printemps qu'on l'observe. Euh, mais sinon, sur la côte nord, on va l'observer un peu plus à l'année. C'est pas comme les grèbes où ils nichent à l'extérieur du Québec, là. La bernache cravant va quand même nicher sur la côte nord. Du moins, on va pouvoir l'observer sur la côte nord à l'année longue. Et il y a bien sûr l'oie des neiges aussi, qui est dans la famille des bernaches. Euh, L'oie des neiges qu'on observe beaucoup à la hauteur dans Charlevoix, au Cap-Tourmente, qu'on observe dans le sud du Québec, près de Trois-Rivières. Et cet oiseau-là va monter très, 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 très haut dans l'Arctique pour aller nicher. Maintenant, nouvelle famille, peut-être que vous êtes aussi un peu moins familière avec cette famille-là, les alcidés. C'est des oiseaux souvent noirs et blancs. Il y a pas- il y a- c'est plus rare que cette famille-là présente de la couleur, sauf dans un cas, on va y arriver un peu plus tard. Donc, guillemot marmette, petit pingouin, c'est deux espèces qu'on retrouve qui nichent sur des îles rocailleuses. C'est des oiseaux qui pondent leurs œufs. Ils ne se font pas un très gros nid, là, souvent même c'est directement sur la paroi rocheuse. Et une adaptation intéressante de ça, on le retrouve surtout chez le guillemot marmette, là. Son œuf est fait sur le long, ce qui fait en sorte qu'il peut pondre son œuf sur une paroi rocheuse et l'œuf ne va pas avoir tendance à dégringoler, à rouler vers le bas de la falaise, même s'il y a un petit angle. euh,
parce qu'à cause de la forme de l'œuf, l'œuf va avoir tendance à tourner en rond sur lui-même plutôt que de rouler dans une direction. Donc, c'est une adaptation qui permet de pondre ses œufs sur une paroi qui est lisse, là, sans qu'il y ait rien qui le retienne. Prochaines espèces, je parlais de couleurs, le macareux moine, hein, on le connaît, nommé le perroquet des mers, le clown des mers. On le retrouve beaucoup dans la région de la côte nord. En particulier sur l'île aux perroquets, dans l'archipel des îles d'Oméga. On peut aller visiter cette île-là et voir les macareux de très près. Donc, la photo que je vous présente aujourd'hui, c'est une photo qui a été prise sur cette île-là. Euh, et on retrouve aussi le guillemois miroir qu'on voit à droite, qui est tout noir, mais qui a des miroirs blancs sur les ailes. Et ça, ils vont rester blancs comme ça à l'année longue. Je dis ça parce que le reste de son plumage tout noir, il va l'avoir seulement au printemps. Pendant la période hivernale, là, il va perdre son plumage noir qui va devenir presque tout blanc, sauf avec un peu de noir aux ailes, au dos et à la tête, là. Donc, c'est un oiseau qui change beaucoup de l'été au printemps. Maintenant, on entre dans un groupe qui est un cauchemar pour les ornithologues, les goélands. Les goélands, les mouettes et les sternes aussi, on va y arriver plus tard. C'est des oiseaux qui se ressemblent tous beaucoup, majoritairement blancs avec le manteau gris. Pourquoi je dis que c'est un cauchemar? Ben, c'est parce que, un, les espèces se ressemblent beaucoup, mais aussi dans une même espèce, l'oiseau va changer de plumage tout au long de l'année et aussi, dépendamment d'il y a quel âge, il n'aura pas le même plumage non plus. Je vais vous donner un exemple à la diapositive suivante. Donc ici, on voit le goéland à bec cerclé, qui est le goéland, notre plus petit goéland au Québec. C'est lui qu'on voit dans les stationnements de McDonald's et de n'importe où, en fait, tout ce qu'il y a de la nourriture, là. Donc, autant il peut utiliser l'habitat sur le bord de l'eau qu'il peut aller dans des zones urbaines comme le McDonald's. Donc, c'est un oiseau qui s'est très bien adapté à la présence humaine parce qu'il mange à peu près n'importe quoi. J'ai mis en comparatif un autre petit goéland à côté, le goéland arctique. Lui, il reste beaucoup plus sauvage, plus loin des humains. On va le retrouver dans les zones plus nordiques, sur la côte nord et même à la hauteur de cette île, par exemple. On va le voir presque à l'année, ce goéland-là. Mais à Québec, à Montréal, c'est seulement en migration pendant une très courte période où on va le voir passer. Ce qui est spécial à propos de ce goéland-là, c'est qu'il est tout pâle partout, surtout en plumage de jeunes, là, comme on le voit sur la photo. Il est pâle partout, donc il n'y a pas vraiment de distinction de plumage. On va revenir à un autre goéland un peu plus tard qui lui ressemble au goéland arctique. Mais en attendant, je vous présente le goéland argenté. Comme le goéland bec cerclé, le goéland argenté est très répandu. Lui aussi, il s'adapte bien aux humains. On va le retrouver même dans les dépotoirs. Il est un peu plus gros par contre que le goéland bec cerclé, donc ça c'est une façon de les différencier. Et sinon, il a une tache rouge au bec, si on le compare au goéland bec cerclé qui a un anneau noir autour du bec, là, chez les adultes du moins. Ça aussi, c'est une bonne façon de les différencier. Et là, j'ai mis plusieurs photos pour vous montrer à quel point les plumages des goélands peuvent varier. On voit un jeune de l'année à droite qui est tout brun. À gauche, on voit un individu qui est immature, donc qui a 2 ou 3 ans, avec un plumage un peu moucheté partout. Là, ça devient difficile à cet âge-là de distinguer les goélands entre eux, là, parce que ça change beaucoup et ça change tout au long de la saison. Donc, c'est un goéland qui est difficile à identifier. Maintenant, les plus gros goélands. Goélands marins, qu'on appelait avant goélands à manteau noir, mais simplement parce que le dessus de ses ailes et de son dos sont tout foncés. Et je mets en comparaison le goéland bourgmestre, qui est aussi un très gros goéland, mais moins gros que le goéland marin. Et comme le goéland arctique, ben, le goéland bourgmestre, il est pâle partout. Surtout, comme je le disais aussi pour le goéland arctique, quand il a son plumage de jeune. Les adultes, eux, vont avoir le manteau gris, comme le goéland argenté. Donc, ça, on vient voir ici, là, comme le goéland argenté qui a le manteau gris et le bout des ailes noires. La différence, c'est que le goéland bourgmestre va avoir le manteau gris, mais va avoir le bout des ailes blancs. Alors, voilà pour les goélands. Maintenant, on passe aux mouettes. Et non, les mouettes, c'est pas un synonyme de goéland. C'est vraiment deux groupes différents. En anglais, ils ne les distinguent pas. Ce sont tous des gulls, mais en français, on distingue goéland et mouette. La principale distinction, c'est que les mouettes sont beaucoup plus petites que les goélands. Et la plupart ont un capuchon noir, comme on peut le voir chez la mouette de Bonaparte, qui est, en passant, cette mouette-là, c'est la plus répandue. Et
très abondant aussi comme oiseau. Il y a des grandes quantités qu'on peut observer en grand groupe. Et à côté, on voit la mouette tridactyle en plumage de jeune, donc avec un petit point noir, la nuque noire, beaucoup de lignes noires sur les ailes et sur la queue, et les pattes noires aussi. C'est une des seules mouettes qui n'a pas de capuchon noir en plumage nuptial. Donc, on retient que mouette et goéland, ce n'est pas la même chose. Et finalement, dans la catégorie des oiseaux qui ressemblent aux goélands, les sternes, ce qui les distingue principalement des goélands et des mouettes, c'est leur dessus de la tête qui est noir. J'avais envie de dire le cap en anglais. Donc, le dessus de la tête qui est noir, la calotte noire, c'est ça que je cherchais. Et le bec qui est tout orange et très pointu. Très difficile à distinguer aussi les unes des autres, les sternes, encore plus que les goélands et les mouettes, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a trois espèces différentes, sterne arctique, sterne pierre-garin et sterne caspienne. Mais c'est surtout les proportions qui vont changer. La sterne arctique, elle est très svelte, elle est plus petite que les autres, des longues ailes pointues, longue queue pointue. Sterne Pierre-Garin, elle est un peu entre les deux. Et la sterne caspienne, c'est la plus grosse, avec la taille est plus grande, mais aussi les proportions. En proportion avec son corps, elle a une grosse tête, un gros bec qui ressemble à une carotte. Sterne caspienne, on la retrouve plus au sud du Québec. La sterne arctique, elle, comme son nom le dit, elle va aller nicher très, très haut dans l'Arctique. Et ce qui est intéressant sur cette espèce-là, c'est que non seulement elle va nicher très, très, très haut dans l'Arctique, mais quand arrive l'hiver, elle va descendre en Antarctique. Donc, elle va faire à peu près toute la hauteur de la Terre au complet à chaque année pour changer en son aire de nidification et son aire d'hivernage. Donc, elle fait énormément de distance dans une année. On va prendre une pause de la présentation des oiseaux. Donc, c'était le principal des oiseaux marins que je voulais vous présenter, mais à la fin, je vais retourner vous présenter d'autres familles rapidement d'oiseaux qu'on peut retrouver dans le milieu marin. Mais pour l'instant, je vais vous présenter rapidement eBird. En fait, je vais retourner sur eBird. Tiens, on va retourner à l'accueil. Là, je l'avais déjà utilisé pour vous familiariser un peu avec. Mais ça vaut vraiment la peine de faire le tour avec vous parce que c'est la plateforme que les observateurs d'oiseaux utilisent. Là-dedans, on peut publier toutes nos observations qu'on fait, donc rendre les informations qu'on récolte sur les oiseaux, les rendre accessibles partout dans le monde. Mais je vais vous montrer. On va aller dans mon eBird. Ça fait un peu réseaux sociaux. C'est ça le but aussi, c'est d'encourager les gens à l'utiliser. Donc ici, j'ai créé un compte pour l'IDD PNQL. Donc, ça donne toutes sortes de statistiques, le nombre d'espèces observées, le nombre de listes, donc de feuillets d'observation qui ont été faites, le nombre d'enregistrements audio, là, ils sont ici, enregistrements audio qui ont été publiés, le nombre de photos publiées. Et après ça, on voit les listes récentes. Euh, donc, on va aller en voir une liste. On va regarder une liste qui a été faite, tiens, dans Canapisco. Donc, ici, on peut voir que, peut-être non, en dézoomant, c'est une application qui est disponible sur téléphone. On peut ouvrir notre feuillet d'observation quand on est sur le terrain, quand on commence à faire de l'observation d'oiseaux. L'application propose de suivre notre chemin qu'on va faire, notre chemin qu'on va prendre pour observer les oiseaux. Tiens, là, on peut agrandir. Là. Ça a été fait pendant l'installation des enregistreurs à champs d'oiseaux qu'on fait dans le projet Pinéchiche. Donc là, on voit qu'on était dans le secteur de Fermont. Donc, on n'est pas allé très loin. L'application a suivi le trajet. On a vu ici, j'ai noté, vous voyez, ça c'est moi qui ai fait le feuillet, j'ai noté un merle d'Amérique et un bruant à couronne blanche. Et ça, c'était en 1h05. Donc, on peut voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux ce jour-là. Donc, on peut retrouver toutes sortes d'informations dans un feuillet, pas seulement les espèces d'oiseaux observées, mais aussi l'heure à laquelle le feuillet a été fait, 16h03. Donc, ça explique qu'il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux. Hein. Les oiseaux, ça chante plus le matin. Le dimanche 4 juillet 2023, on a l'endroit exact où la donnée a été prise. Donc, si vous avez ces informations-là, vous pouvez faire une liste eBird. Donc, l'endroit, la date, les espèces d'oiseaux observées et aussi la durée de vos observations, 1h05. Ici, on donne la distance aussi.
Donc, une fois qu'on a utilisé eBird pour faire des feuillets, on peut aussi aller se promener dans eBird. On va aller dans l'onglet Explorer. Donc, ça offre plusieurs outils, comme dans Explorer les espèces, je l'ai fait tout à l'heure. Admettons qu'on dit le fou de bassin. On peut aller voir la page de l'espèce avec plusieurs photos, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut aller l'écouter aussi. Il va y avoir plusieurs enregistrements différents disponibles. Et sans passant, ça a tout été pris par des gens bénévoles, comme vous et moi, des gens qui ont publié leurs enregistrements, leurs observations sur la plateforme. On peut voir la carte de distribution, le nombre d'observations qui ont été soumises dans le monde. Après ça, il y a toutes les autres photos qu'on retrouve dans la Macaulay Library, l'endroit où on était tout à l'heure pour écouter les vidéos, tous les enregistrements, tous les vidéos. Donc, sur la page d'une espèce, il y a énormément d'informations. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser là, pour en apprendre plus sur les oiseaux. Il y a aussi la carte de distribution, mais ça, on l'a regardé tout à l'heure avec le plongeon catamarin. On entre l'espèce qu'on veut observer. On peut filtrer avec la période de l'année et on peut aussi aller rapidement à un lieu là, pour aller observer, pour aller voir c'est quoi les mentions de cette espèce-là à ce lieu-là. Ensuite, il y a un autre côté, mais je pense que c'est peut-être la dernière chose que je vais vous montrer, l'explorateur de sites publics. Parce que quand on fait des observations, d'oiseaux, on peut. Non, c'est pas ça que je voulais. Ça, c'est le nom du site public à gauche. Moi, je voulais plutôt aller à droite pour aller à un endroit particulier à Québec, parce que c'est à Québec qu'on est. En fait, récemment, je suis à Wendake en ce moment. Donc, comme je le disais, quand on entre des observations, quand on soumet un feuillet, on peut aller sélectionner un site public pour soumettre nos informations. Par exemple, le parc Chauveau ici, parc linéaire de la rivière Saint-Charles, secteur du parc Chauveau, parc linéaire de la rivière Saint-Charles, secteur chute Kabir-Kouba. Tiens, c'est celui-là, c'est ce site-là qu'on va choisir parce qu'on est prêt. Donc, on peut aller sur la page du site public. Nous-mêmes, on peut publier nos observations sur ce site public-là. Et ça va faire en sorte après qu'on peut observer les espèces qui ont été vues récemment. Là, comme on peut le voir, il n'y a pas grand monde qui sont allés au chute Kabir-Kouba récemment. Donc, on va aller chercher un autre site. On va retourner à Québec. On va aller à un site que j'aime beaucoup, qui est la Pointe de Mézeray. Un endroit qui a beaucoup de gens qui font de l'observation à cet endroit-là. Donc, on donne les nouvelles observations pour le mois. Petit Chevalier, Sterne Caspienne, qu'on a vu tout à l'heure. Tir en traîtris, Cardinal Rouge, Mouette de Bonaparte, elle aussi, on l'a vu. Il y a les photos qui ont été soumises par les observateurs dans le dernier mois. Et là, ils présentent le dernier mois, mais on pourrait aller chercher des photos qui datent d'il y a plus longtemps. Et on peut voir toutes les listes qui ont été publiées par les observateurs. Donc, André Desrochers, Pierre Paradis, Patrice Gosselin, Peter Lane et Jean-Daniel Fizette. Ben oui, je suis allé le 10 juillet 2024 à 6h07. Et quelque chose qui intéresse beaucoup les gens aussi, ce sont les top 10. C'est un côté compétitif que donne la plateforme, puis ça intéresse les gens, ça les encourage à aller faire de l'observation d'oiseaux. Donc, eBird, c'est une plateforme scientifique avant tout, mais ils utilisent quand même des petits trucs pour essayer de convaincre les gens de l'utiliser, puis pour qu'ils retrouvent un petit challenge, qu'ils retrouvent du plaisir à aller observer les oiseaux. Donc, moi aussi, je vous encourage à utiliser la plateforme eBird et à mettre vos observations d'oiseaux sur cette plateforme-là. Les Premières Nations occupent le territoire. Ils vont à beaucoup d'endroits où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas une grande fréquentation, il n'y a pas des gens qui y vont souvent. Donc, en soumettant vos données, vous participez grandement à l'avancement de la science, là. Donc, voilà pour la plateforme eBird. Maintenant, on va revenir ici, je vais passer à la prochaine section, qui est le matériel. Comme je vous avais dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour faire de l'observation, pour faire des bons suivis d'oiseaux. Donc, on va regarder les jumelles, télescopes, appareils photo, guide d'identification et les applications sur téléphone à utiliser pour faire des bonnes observations. Bon, premièrement, les jumelles. Moi, je ne suis pas un expert en matériel, mais quand même, j'ai une paire de jumelles.
Mais je laisse quand même les critiques, les conseils aux professionnels. Donc, j'ai mis sur cette page-là un lien vers un article sur le site Internet Go Oiseau. Ils ont fait une révision de à peu près tous les modèles de jumelles les plus populaires pour faire la comparaison, pour voir lesquels valent la peine d'être achetés, là. Donc, en exemple, ici, je vous ai montré trois compagnies qui existent. À gauche, Swarovski, au milieu, Zeiss. C'est deux compagnies qui offrent des jumelles de très haut calibre. Même que Swarovski, je pense que leur paire, la moins chère, est à 1000 $. Donc, c'est vraiment pour les observateurs qui en font beaucoup et qui ont les moyens, là. Mais c'était pour vous montrer ce qui se fait de meilleur dans le domaine. Et à droite, c'est la compagnie Vortex. Eux, c'est beaucoup plus abordable. Ils font quand même des modèles de haute qualité qui valent très cher, mais il y en a aussi qui sont très abordables. C'est possible d'avoir une bonne paire de jumelles pour 200 $. Et ce qui a fait la renommée de Vortex, c'est leur garantie à vie. En fait, donc, ils ne posent pas de questions, on retourne les jumelles et ils les réparent ou ils envoient un modèle, ils envoient une paire neuve, là, si vraiment c'est impossible de réparer les jumelles qui ont été brisées. Donc, je recommanderais pour les personnes qui commencent, là, Vortex, une excellente compagnie. Ensuite, pour les télescopes, ça, c'est pour faire surtout des suivis d'oiseaux marins parce qu'ils sont souvent très loin et les suivis d'oiseaux de proie aussi. Les jumelles, souvent, ils ne vont pas être assez puissantes pour permettre de bien identifier les oiseaux. Donc, c'est là que le télescope va devenir intéressant. Et pour le télescope, là, je vous conseille de dépenser plus, de plus investir parce que le télescope, là où il devient utile, le plus utile, c'est quand les oiseaux sont très loin. Donc, c'est un bon télescope va faire la différence entre être capable d'identifier l'oiseau ou être obligé de le laisser inconnu puis de passer au prochain sans avoir réussi à identifier, là. Donc, je ramène la compagnie Vortex qui offre des très bons télescopes. Encore une fois, la garantie est excellente. Il y a des modèles abordables. Euh, et moi, ce que j'utilise, c'est la marque Kowa, qui est une compagnie japonaise. Euh, et ça c'est du haut de gamme. Et c'est là-dedans. Moi, j'étais prêt à investir pour le télescope beaucoup plus que dans les jumelles. Donc, moi, c'est mon modèle là, que j'utilise. Encore une fois, pour une revue complète des meilleurs modèles de télescopes, j'ai mis le lien dans la diapositive sur le site Go Oiseau, révision des télescopes. Et le troisième outil, disons qu'on tient dans nos mains, qui n'est pas un guide d'identification, la caméra, l'appareil photo, qui est un peu moins essentiel, mais qui est de plus en plus utilisé par à peu près tous les observateurs d'oiseaux. Ça va permettre en fait de figer notre observation dans le temps et de pouvoir y revenir plus tard. C'est ça qui est intéressant. Aux jumelles et au télescope, on observe l'oiseau tant qu'il est là, puis quand il est parti, on ne peut plus l'analyser, on ne peut plus essayer d'identifier, mais en prenant une photo, surtout avec un bon objectif qui a un bon zoom, on est capable d'avoir une bonne qualité. Et après ça, ben, on va pouvoir retourner dans nos photos puis identifier les oiseaux qu'on n'a pas réussi à identifier sur le coup. Euh, donc, je le recommande aussi, même si c'est moins essentiel pour faire des inventaires d'oiseaux qui se font très bien seulement avec jumelles ou télescope. Maintenant, les guides d'identification. Je vais vous présenter les guides papier. On les utilise de moins en moins aujourd'hui sur le terrain à cause des téléphones. Les guides maintenant sont rendus sur des applications, mais ça peut être très bon quand même de s'acheter un bon vieux livre et de le feuilleter à la maison pour apprendre à identifier les oiseaux avant de sortir à l'extérieur. Le meilleur guide, selon moi, c'est le guide ciblé que je vous présente ici. C'est des illustrations, ce ne sont pas des photos, mais justement, les illustrations sont faites de manière à faire ressortir les critères les plus intéressants qu'on va retenir le plus. Ça représente aussi très fidèlement l'oiseau, là. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus de la réalité, là, je trouve, dans la catégorie des guides avec illustration. Donc, dans ces guides-là, il y a les petites cartes de répartition, description des oiseaux, et il montre aussi les critères à retenir, là. Admettons, comme je le faisais tout à l'heure, là, s'il faut regarder le visage de l'oiseau, s'il faut regarder les flancs, quel critère est important. Donc, ils vont être énumérés dans ces guides-là. Si vous voulez pousser plus loin, vous êtes des experts déjà, vous connaissez tous les oiseaux marins. J'ai deux autres guides à vous proposer. Il y a celui-là qui est qui fait partie de la suite de guides Peterson. Donc, les oiseaux marins en vol. Donc, ça, dans ce guide-là, ce sont des photos.
Et ça, c'est ça qui est intéressant pour les oiseaux en vol parce que on veut des situations réelles. C'est ça qui va nous apprendre, c'est ça qui va nous aider à apprendre, c'est voir des vraies photos, des vraies situations d'oiseaux qui sont loin, qui sont dans différentes luminosités, différentes distances. Donc, ça permet de se faire l'œil pour identifier les oiseaux en vol. Parce que c'est bien beau quand ils sont posés très proches, ça c'est facile, mais en vol, là, on entre dans une autre catégorie. Et ensuite, le Seabirds, The New Identification Guide. Ces deux guides-là que je vous ai montrés sont en anglais, hein. Les ouvrages de référence se font beaucoup en anglais. Par contre, le premier, là, le ciblé, je vais retourner, celui-là, il existe en français, là. Mais les deux suivants sont uniquement en anglais. Et le dernier, ben là, là-dedans, on a tous les oiseaux marins du monde, là. Donc, la majorité en fait, beaucoup d'oiseaux là-dedans, vous ne les verrez pas chez vous, mais ça peut être intéressant de voir quels oiseaux marins existent partout dans le monde. Et puis, si vous voyagez, ben, vous pourrez vous préparer à toutes les identifier avant de partir. Maintenant, catégorie applications sur téléphone. Euh, je ramène encore le guide ciblé, celui qu'on a vu au début, mais il existe aussi sur téléphone, donc je vous recommande de prendre l'application. Excellente application. On retrouve ce dont on parlait tout à l'heure, les images des oiseaux avec les petits critères d'identification, carte de répartition, les descriptions. Mais ce qui est intéressant, le plus intéressant, c'est la partie des enregistrements. On peut faire jouer les chants et les cris des oiseaux sur l'application. Évidemment, ce qu'on ne peut pas faire avec un guide papier. Donc, c'est pour ça que je recommande fortement d'avoir l'application en plus du guide papier parce qu'on peut aller écouter tous les oiseaux, même quand on est sur le terrain. Donc, on entend un oiseau, on n'est pas certain si on le reconnaît. On peut aller faire jouer sur l'application, comparer, puis valider si c'est bien ça qu'on a entendu. Une autre application qui gagne énormément en popularité, l'application Merlin, Bird ID. C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les oiseaux pour vous. Mais là, je vous mets en garde, c'est une application justement l'intelligence artificielle, c'est pas parfait. Il faut que ce soit entraîné. Et il va répondre au meilleur de ses connaissances, mais il peut très bien se tromper. Donc, c'est une application à utiliser avec prudence. C'est surtout, en fait, il faut l'utiliser pour nous donner des indices, pour nous emmener dans la bonne direction. Mais au final, c'est l'observateur humain qui va devoir décider si Merlin se trompe ou s'il a raison. Je vais vous montrer les différentes façons de l'utiliser. Donc, premièrement, on peut poser des questions à Merlin, on peut l'interroger en lui décrivant l'oiseau qu'on a vu. Donc, il nous pose des questions, quelle était la taille, les couleurs, quel était le comportement de l'oiseau. Donc, on va cocher ce qu'on a l'impression qui correspondait le plus à l'oiseau. Donc, moi, j'ai vu un gros oiseau brun qui nageait ou marchait dans l'eau. Là, je pensais à l'outarde quand j'ai fait ce test-là. Et qu'est-ce qui nous sort? Ben, voilà, Bernage du Canada. Là, il va faire d'autres recommandations si jamais ce n'est pas le premier choix. Mais là, ça a donné qu'il l'a trouvé. Donc, bravo Merlin. Prochaine catégorie, les photos. Pour la prochaine utilité, les photos. Donc, on peut soumettre une photo à Merlin. Donc, ici, j'ai fait exprès, j'ai pris une photo un petit peu floue de loin, prise à travers mes jumelles. Pour voir si elle allait bien reconnaître le garrot d'Islande. Et si on regarde à droite, effectivement, c'est le garrot d'Islande qui propose en premier. Et si jamais ce n'est pas ça, il propose le garrot Haidar. Donc, on voit qu'encore une fois, il est assez bon. Donc, bravo Merlin encore là. Mais on se rappelle qu'il peut aussi se tromper. Ensuite, la fonctionnalité la plus intéressante et la plus utilisée, c'est la fonctionnalité du son. Donc, quand on est dans la forêt, que les oiseaux chantent et qu'on veut, on se demande c'est quoi qui chante, on a juste à appuyer sur le bouton son et ça va enregistrer en temps réel et identifier en temps réel aussi les oiseaux que Merlin entend. Donc ça aussi, le taux d'erreur peut être assez grand, mais surprenamment, quand même, quand les oiseaux chantent proches et que le signal sonore est bon, là, il va être très bon quand même pour les reconnaître. C'est juste sa grande faiblesse à Merlin, c'est quand il entend des petits sons courts, des petits cris d'oiseaux, là, ça va arriver qu'il va mettre des oiseaux là, qu'on retrouve peut-être même pas dans la région où vous êtes, là. Donc, il va faire des erreurs dans le genre, mais sinon, moi, quand je l'utilise, il va très, très, très souvent sortir les bonnes espèces d'oiseaux et même les oiseaux un peu loin, ça arrive qu'il réussit à les identifier aussi. Donc, il fait un très bon travail. Il faut juste garder en tête, encore une fois, qu'il peut se tromper. Et finalement, autre fonction intéressante, la fonction explorer.
lui, il va prendre votre localisation si vous lui permettez de le faire, là, ou si vous lui dites où vous êtes. Il va aller explorer dans les données de eBird qu'on a vu tout à l'heure et il va vous donner les espèces que vous pourriez observer autour de chez vous, dans votre région. Et là, j'ai fait exprès, hein, je suis allé prendre une section où il montrait beaucoup d'oiseaux marins qu'on a vu tout à l'heure. Donc, avant même de sortir de chez vous, vous pouvez utiliser Merlin pour avoir une idée de qu'est-ce que vous allez voir sur le terrain et peut-être vous préparer aussi pour être capable de bien les identifier quand vous allez les voir. Bon, et ça, c'est pour les gens un peu plus collectionneurs, la liste à vie. Encore une fois, il est connecté avec votre compte eBird, donc il va pouvoir vous dire toutes les espèces d'oiseaux que vous avez vues dans votre vie. Donc, il y a votre checklist, il va pouvoir vous la sortir. Donc là, ici, j'ai sorti quelques oiseaux que j'ai vus pour la première fois en 2018. Il va mettre la première mention et il met la photo de l'oiseau à côté pour vous le rappeler. Euh, je voulais faire quand même une petite recherche. Je ne voulais pas juste vous présenter Merlin. Donc, il existe d'autres applications dans le genre pour identifier les oiseaux. J'ai trouvé celle-là de Audubon qui peut identifier les oiseaux, mais par contre, ça va être comme la première fonction que je vous avais montrée, c'est plus en décrivant l'oiseau qui va être capable de vous faire des suggestions. Il ne pourra pas le faire à partir de photos ou d'enregistrements. Donc, c'est pour ça que Merlin, en ce moment, est pas mal tout seul dans sa catégorie, là. Et c'est l'application qui est la plus utilisée. Alors voilà, ça fait le tour des outils à utiliser pour faire des inventaires d'oiseaux, donc télescope, appareil photo, jumelles, mais aussi toutes les ressources pour identifier les oiseaux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ben, la plateforme, le site Internet eBird est aussi très bon pour apprendre à identifier les oiseaux, là. On se rappelle, il y avait la page des espèces, là, énormément de photos et d'informations sur les oiseaux qu'on peut retrouver sur ce site Internet-là. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener là-dedans et à apprendre vos oiseaux. Euh, pour la dernière section, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va revenir en arrière, on va revenir dans notre section identification, présentation des oiseaux. Il y avait quelques oiseaux que je ne vous avais pas montrés, qui sont associés au milieu marin, oui, parce que c'est des oiseaux qui se tiennent souvent sur le bord de l'eau, mais ce ne sont pas des oiseaux comme les canards, plongeons, grèbes, là, qui vont être sur l'eau la majorité du temps, là. Mais ce sont des oiseaux qu'on retrouve quand même sur le bord sur le rivage en milieu marin. Euh, donc, les deux premiers, ben, en fait, je vous présente plutôt la famille, là. Je ne pouvais pas toutes les mettre. Ce sont les oiseaux de rivage. Donc, des petits oiseaux qui courent sur la plage et qui vont chercher de la nourriture dans le sable. Les deux familles principales, ce sont les pluviers et les bécassos. Des oiseaux qui se ressemblent beaucoup, hein, sont beaucoup dans les teintes de gris et de brun. Donc, c'est un groupe d'oiseaux qui est extrêmement difficile à identifier et à apprendre. Donc, souvent, ce sont les observateurs plus expérimentés là, qui commencent à chercher un défi, vont s'attaquer à essayer d'apprendre les différentes espèces de bécassos, bécassines, pluviers, chevaliers, tout ça. J'avais deux autres exemples ici, là. Chevalier grivelé, petit chevalier. Donc, comme on voit à droite, le petit chevalier, il y a des grandes pattes, là. Ce sont des oiseaux, ils peuvent avoir des petites, mais aussi des très grandes pattes. Et ils vont tous utiliser à peu près les mêmes habitats, là. Les plages, les marais, sont à peu près tout le temps sur le bord de l'eau. Pas tout le temps, mais la majorité des espèces. Bon, celui-là, vous le reconnaissez probablement, le grand héron qui remonte de plus en plus vers le nord, probablement à cause des changements climatiques. Donc, lui aussi a des grandes pattes, se tient sur le bord de l'eau, mais il n'est pas dans la famille des oiseaux de rivage. Lui, il vit vraiment dans la famille des hérons. Il va pêcher avec son grand bec comme un harpon, là. C'est souvent ça qui fait qu'on le voit sur le bord de l'eau, là. Pêche les poissons. Maintenant, les oiseaux de proie, vous reconnaissez peut-être le balbuzard pêcheur. Lui, il va plonger dans l'eau, les serres en avant pour aller pêcher des poissons. Et fait intéressant, lorsque les pattes de cet oiseau-là se referment sur un poisson, c'est vraiment comme une réaction physique très intense et les pattes vont rester bloquées pour éviter que le poisson puisse s'échapper. Donc, quand un oiseau repère un poisson et l'attrape, il ne peut pas le lâcher. Donc, j'ai déjà entendu des histoires de jeunes balbuzards pêcheurs qui ne sont pas habitués à la pêche et qui n'ont peut-être pas un très bon jugement, s'attaquer à un trop gros poisson. Ils l'attrapent dans l'eau, mais après ça, ils ne sont plus capables de s'envoler parce qu'ils ne sont pas capables de lâcher le poisson. Et selon l'histoire, ben, le jeune meurt noyé parce que le poisson était trop lourd et il ne pouvait pas se réenvoler avec. Donc, ça montre vraiment, c'est une réaction physique là, quand les pattes se referment sur le poisson. Maintenant, lui aussi, on le reconnaît, le pigargue à tête blanche, qu'on appelle aussi aigle à tête blanche.
C'est un très, très, très... En fait, je pense que c'est le plus gros de nos oiseaux de proie. Très costaud, très imposant. Lui aussi, il pêche le poisson. Il va aussi s'attaquer à des canards, peut-être même des outardes blessées qui ne sont pas capables de s'enfuir. Mais il est tellement imposant qu'il n'est pas tout le temps obligé de chasser lui-même ses proies. Il va intimider d'autres oiseaux de proie, puis il va leur voler le poisson ou le canard qu'ils ont réussi à attraper, là. Donc, il peut se servir de sa grosse carrure pour intimider. Finalement, le faucon pèlerin, lui aussi, on le connaît. Habituellement, les gens le connaissent, le faucon pèlerin, euh, qui est probablement l'être vivant le plus rapide au monde. Euh, Lui, c'est un oiseau qui atteint des vitesses assez vertigineuses, là. En moyenne, quand il fait des piquets pour attaquer des oiseaux en plein vol, euh, sa vitesse va varier en moyenne là, entre 130 et 180 km/h. Mais dans des études, le plus rapide qui a jamais été enregistré, il allait à plus de 300 km/h. Donc, ce n'est pas tous les faucons qui vont à cette vitesse-là à toutes les fois, mais le record, c'est plus de 300 km/h. Mais retenez que la vitesse normale, c'est plus entre 130 et 180. Donc, un oiseau très efficace à la chasse, lui aussi. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que vous en avez appris. C'est sûr qu'on n'est pas allé très en profondeur dans l'identification des oiseaux et les critères, mais comme je le disais, le but, c'est vraiment de vous donner une idée de ce qui existe. Ce que j'espère, c'est que la prochaine fois que vous irez sur le bord de l'eau et que vous verrez des oiseaux, vous allez sortir vos jumelles, votre télescope, et vous allez essayer de les identifier. Et même souvent, on ne les voit pas tout le temps, les canards, quand on va sur le bord de l'eau. C'est vraiment quand on utilise le télescope, les jumelles, qu'on se rend compte qu'il y a tout plein d'oiseaux dont on n'avait même pas idée qu'ils étaient proches comme ça, qu'on pouvait les observer. Donc, apprenez à identifier vos oiseaux, prenez vos jumelles, sortez dehors. Mais j'espère qu'on va se voir prochainement, peut-être pour des formations en personne d'oiseaux. Et d'ici là, je vous souhaite des belles observations et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup de votre attention.